Alors, sans plus tarder, je cède la parole donc à Carla Beauvais, qui est cofondatrice de Gala Dynasty et fondatrice d'Agitatrice, du groupe Style Communication, qui est aussi militante, chroniqueuse pour le journal Métro notamment. Elle animera donc cette conférence en compagnie de Boshra Manaï, qui est coordonnatrice de l'organisme communautaire Parole d'Exclus et qui est chercheuse également à l'Université de Montréal. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Carminda. Alors, bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'animer cette conférence. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Je tiens d'abord à vous dire que je vais tutoyer Boshra parce qu'on le fait d'habitude dans la vie. Donc, ce serait un petit peu bizarre qu'on se vous voit. Donc, vous pouvez pardonner cette familiarité, mais on se connaît déjà très bien, on se suit mutuellement. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde d'être présent ce soir. Et Boshra, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à toi, Carole. Bonsoir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de la géographie des inégalités face à la COVID. Je pense qu'on est tous conscients que cette pandémie frappe, mais pas nécessairement partout pareil. En tant que géographe, qu'est-ce que tu penses que la perspective d'un géographe peut nous faire comprendre sur cette cartographie des inégalités? Alors, d'abord, je vais peut-être commencer à remercier Carla justement de prendre de son précieux temps, dont je sais qu'il est très précieux pour animer. Et je souhaiterais saluer l'INM d'avoir justement des thématiques aussi. Je pense qu'il peut être un angle mort pour beaucoup. Et je pense que ce qui est beaucoup comme géographe, c'est d'essayer de considérer comment, notamment dans une métropole comme celle de Montréal, comment en fait on pense à tout le monde. On a des angles morts en fait dans la perspective forte. Et pour moi, l'analyse de l'espace, c'est justement ça, c'est de comprendre le lien entre les gens et leur environnement et dans un contexte comme celui de la COVID, essayer de voir qui vit le risque de façon peut-être un peu plus importante. La perspective géographique, pour moi, elle est essentielle, et pas pour géographe seulement, mais je pense que c'est une structure qu'on a commencé à avoir un petit peu au fur et à mesure des semaines, mais je pense qu'elle est essentielle si on veut lire réellement l'inégalité spatiale, mais aussi les inégalités sociales et celles et ceux qui sont, par exemple, plus par la COVID. Excusez, je pense qu'il y a un petit délai. On va se remettre au mois de mars, quand les premières nouvelles de cette crise qu'on allait vivre. Comment tu penses qu'au niveau politique, on s'est organisé pour faire face à cette crise-là? Est-ce qu'il y a eu des réponses? Les réponses qu'on a eues au début étaient assez concrètes? Est-ce qu'on a eu assez d'informations? Est-ce qu'on était prêt pour faire face à cette pandémie au Québec et à Montréal particulièrement? Ben, en fait, pour resituer, comme tu le fais si bien, au début de la pandémie. Donc, on est quelque part autour du 12 mars, un mercredi soir ou un jeudi. Personnellement, j'aime toujours me situer géographiquement dans les présentations et dans ce que je suis, en fait, et de quelle position je parle. Et évidemment, je vous parlerai ce soir en tant que, évidemment, femme qui travaille comme professionnelle dans le milieu communautaire, mais également qui regarde, disons, la métropole depuis un espace qui est Montréal-Nord et qui a été, en fait, Montréal-Nord. Et donc, j'ai quelque part vécu la COVID, entre guillemets, par ce qui se passait et ce qui se vivait à Montréal-Nord. Donc, ce que je vais vous restituer ce soir et aujourd'hui, c'est vraiment moi comme professionnelle, comme féministe, antiraciste et comme
géographe ce que j'ai pu y voir. Et donc, si on se remet un peu dans le contexte, comme je vous le dis, le mercredi ou le jeudi 12 mars, l'OMS déclare que la situation de la COVID nécessite un genre de label pandémie. Donc, tout le monde tombe dans, on va dire, les mêmes décisions et en tout cas les mêmes réflexions à avoir autour de comment on agit face au virus. Et donc, cette problématique mondiale, rapidement, vous le savez, c'est le Premier ministre qui a pris les rênes de cette crise. À Montréal, on a encore attendu beaucoup on va dire les directives. Je souhaiterais juste mentionner quand même que il y a une discipline qui s'appelle, ou en tout cas une sous-discipline qui s'appelle la géographie du risque. Et le risque dans l'espace urbain, c'est une façon très, très complexe d'entrevoir justement comment, par exemple, des villes peuvent être confrontées à des actions, par exemple, terroristes, à des risques naturels, à des risques comme celui-ci, des risques plutôt sanitaires. Donc, la question du risque dans la métropole, je pense, a un peu tardé à être pris au sérieux. Et je ne sais pas si tout le monde se rappelle, mais on avait encore des aéroports qui continuaient d'accueillir des voyageurs d'à peu près partout et qui n'étaient pas tout à fait, on va dire, contrôlés comme ils auraient dû l'être. Bien évidemment, il y a des détails et des nuances qu'on ne peut pas apporter ici, mais le fait est que la métropole, qui est l'espace d'accueil de tout un flux international, et les aéroports qui sont en fait des zones de contagion majeures, en fait, ont fait en sorte que Montréal a été une zone de risque, une zone de contagion beaucoup plus importante. Si on pense en termes de territoire, aussi sur la question des institutions et la capacité, comme tu dis, Carla, des institutions à accueillir une telle catastrophe, une telle crise, c'est que très rapidement, les territoires qui ont pu être, disons, mis sous les projecteurs comme étant ceux qui concentraient le plus de cas, c'était des espaces, par exemple, comme Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, qui est un quartier quand même où il y a effectivement, par exemple, une concentration de personnes pouvant venir d'ailleurs, donc une immigration potentielle, mais surtout parce que, par exemple, il y avait des étudiants internationaux et il y a une forte concentration d'étudiants internationaux à cause de l'Université de Montréal. Il y avait aussi la présence de sites de dépistage qui faisaient que, on va dire, plusieurs facteurs additionnés faisaient que, par exemple, un territoire comme celui-ci pouvait, comme Outremont juste à côté, être un territoire où le virus, dans le fond, était le virus qui venait d'ailleurs, si je peux distinguer ainsi. Et donc, on s'est retrouvé très, très vite au mois de mars avec des territoires d'accueil, nécessairement encore des territoires dans le quart, parce que, évidemment, nous, ce qu'on a vu à Montréal-Nord, c'était plutôt une zone d'activation du virus local, si on veut. Et en mars, les institutions, les organismes et les gouvernements, en fait, sont en train de retomber sur leurs pattes. Réellement, je pense que personne n'était prêt. Même les institutions qui auraient dû l'être, normalement, cette catastrophe-là aurait pu être, disons, préparée grâce à d'autres qui étaient un petit peu plus mineurs, si on veut, ou en tout cas étaient mineurs, comme le SRAS, par exemple, mais celle-ci, qui aurait pu être, on va dire, qui aurait pu activer une façon de se préparer beaucoup plus importante, semble avoir un peu désarçonné un peu tous les acteurs. Donc, honnêtement, le 12 mars, pas grand monde savait quoi faire. En tout cas, personnellement, à la tête d'un organisme communautaire, on se regardait, on prenait des conseils, on s'appelait les uns les autres, et puis on essayait de se dire, OK, les citoyens avec lesquels on travaille, qu'est-ce qu'ils vont avoir à vivre et comment nous, on doit répondre dans ce contexte-là. Je vais relancer sur la question des... Ouais. Je vais essayer de te rattraper un peu parce que tu as parlé de Côte-des-Neiges, on a parlé d'Outremont, on a parlé de Montréal-Nord. On parle de cartographie des inégalités. Maintenant, j'aimerais savoir les territoires au niveau de Montréal, les quartiers qui ont été le plus touchés à Montréal. Est-ce qu'il y avait des conditions préexistantes qui font en sorte que ces quartiers-là ont été plus impactés? Si oui, quelles étaient ces conditions? Et c'est quoi les enjeux que ça représente?
Merci de me ramener à la, à la raison. Non, t'es partie, là. Et je souhaite m'excuser d'avance. Des fois, ça se peut que mon téléphone glisse. C'est les risques du métier de zoomer, apparemment. Donc, dans le fond, je reviens, par exemple, comme je le disais, il y avait une distinction dans les différents territoires entre ceux qui accueillaient, comme je le disais, plutôt par exemple on va dire par des diasporas qui revenaient de vacances, etc. Mais ensuite, on avait certains territoires comme Montréal-Nord et je pense qu'on a été plusieurs acteurs à alarmer très très vite sur la potentielle catastrophe qui nous attendait sur un territoire comme ça parce que, et tu le nommes bien, il peut y avoir des facteurs, on va dire, aggravant ou accueillant le virus ou des facteurs structurels qui peuvent expliquer que ce virus-là sera un risque beaucoup plus important que dans d'autres espaces. Par exemple, il y a des portraits qui sont réalisés par les CIUS sur, dans le fond, l'état de la population. Celui qui concernait Montréal-Nord expliquait, par exemple, ou en tout cas illustrait beaucoup la concentration de certaines maladies chroniques qui, si on revient sur les éléments de l'épidémie, pouvaient, on va dire, aggraver les situations individuelles. Si vous avez, par exemple, un problème respiratoire, vous étiez beaucoup plus à risque, par exemple, soit de le contracter, soit d'avoir une version, on va dire, un peu plus grave. Donc, je dirais les enjeux, disons, du profil de la santé. Ça, c'est un des éléments. La concentration de personnes aînées, et j'y reviendrai plus tard sur comment on doit réfléchir tout ça, mais à Montréal-Nord comme à Annecy, et j'ai revérifié pour la conférence d'aujourd'hui, mais on est encore face au CIUS, au territoire de CIUS, le plus infecté encore à date. Et donc, la concentration des personnes aînées sur le boulevard Gouin, dans des résidences qui soit sont des CHSLD, soit des résidences privées, a aussi été un facteur. Il ne faut pas oublier que les morts que nous avons eus, beaucoup, sont des personnes, pas seulement, mais il faut aussi qu'on adresse cette inégalité, on va dire, générationnelle et cette gestion tout à fait inhumaine de la façon avec laquelle on a travaillé la présence des aînés. Donc, un facteur aggravant de certains territoires, c'est ça, la concentration et la présence des aînés. Pas la présence, en fait, la concentration. Vous avez aussi, évidemment, la présence, par exemple, d'un certain type d'habitants ou de résidents. Si vous avez dans un territoire des travailleurs essentiels du domaine de la santé, eh bien, évidemment que la surprésence on va dire du virus va être importante. Ajoutez à cela des conditions, par exemple, du bâti. L'espace urbain, dépendamment de comment il est construit, ça ne permet pas au virus de se transmettre de la même façon. À Montréal-Nord, comme par exemple à Côte-des-Neiges, comme à Parc Extension, il y a énormément de logements locatifs, de logements collectifs. Il y a du locatif aussi, mais ça, c'est un autre problème. C'est que la transmission du virus dans des ensembles et dans des espaces urbains où il y a des ensembles et des immeubles collectifs a été, je pense, une des causes, on va dire, du ravage, entre guillemets, de la COVID à Montréal-Nord. Et puis, le dernier point, c'est des questions en fait socio-économiques, c'est-à-dire que le profil des travailleurs, donc le profil des personnes qui sont en emploi ou du marché de l'emploi dans un secteur comme Montréal-Nord, c'est beaucoup de personnes qui sont précaires, c'est beaucoup de personnes qui dépendent des agences de placement et qui font par exemple des job-in du genre distribuer de l'alimentation, aller s'occuper en autobus des CHSLD en dehors de la zone. Et donc là, vous avez eu toutes les conditions, je vais utiliser gagnante, mais évidemment, ce n'est pas le terme, pour que cette poudrière juste, en fait, prenne... En fait, c'est ça, que ça crée une catastrophe. Donc, c'est certain qu'il y a certains espaces de la ville qui ont été beaucoup plus à risque que d'autres. Il y a des arrondissements qui sont malheureusement moins bien gérés. Est-ce que ça peut être aussi une façon d'expliquer? Est-ce qu'il y a un laisser-aller par rapport, à exemple, à Montréal-Nord, Saint-Michel, Côte-des-Neiges? Est-ce qu'il y a une responsabilité par rapport à la gestion même du territoire?
qu'il faut envisager aussi? Je crois que la difficulté qu'il y a eu, c'est quasiment une forme d'arbitraire, on va dire territorial, dans le sens où, dépendamment du leadership qui était pris, par exemple, par les CIUS, dans les fonds, les directeurs généraux des CIUS, et par les élus locaux, il a pu y avoir justement des inégalités. Parce que, et je pense qu'il nous faudra le temps de l'analyse et de la reddition de comptes, parce que je pense que les citoyens le demanderont et à de nombreuses échéances à venir. Mais je crois que la conversation que les sociétés ou les villes ont tenté d'avoir entre nos positions de citoyens et nos positions de patients. Dès le début de la COVID, j'avais l'impression que les conversations, par exemple, Arruda et Legault, Madame Plante et Madame... mon Dieu, j'oublie son nom. Black? Non, Madame... non, la directrice de la santé publique de la DRSP. Ah, mon Dieu, j'oublie son nom. Drouin, Madame Drouin. Et donc, en fait, on avait des binômes comme ça, quelle que soit l'échelle. À chaque échelle, il y avait cette conversation, si vous voulez, entre celui qui gère le citoyen et celui qui gère les patients, et donc celui qui nous gère comme, en fait, patients. Et cette conversation-là ne s'est pas toujours faite de la même façon. Et je crois que, personnellement, je ne sais pas si je dirais qu'il y a eu une mauvaise gestion, dans le sens où je tiens quand même à rappeler que peu de monde était préparé. Il y a des gens quand même qui avaient une expérience de certaines crises humanitaires, comme la professeure Liu, à laquelle on a souhaité ne pas, par exemple, faire appel. Donc, je pense qu'il faut quand même ramener l'idée qu'il y a pu y avoir des expertises au niveau international ou même national qu'on n'est pas allé chercher, hein, alors qu'elles auraient pu être très, très utiles. Mais dans le fond, on a un peu géré à la pièce. Et on s'est, je crois, et je m'avance peut-être, mais je le pense sincèrement, et on s'est peut-être laissé un peu aller à de la gestion peut-être locale, dans le sens où il y avait des conversations entre les CIUS, donc un territoire de CIUS, ça peut comprendre par exemple 2 territoires d'arrondissement. Celui de Montréal-Nord, le CIUS du nord de l'île de Montréal, comprend Hensic et Montréal-Nord. Donc ça vous incite à une logistique et à une concertation qui est vraiment très, très intense. Et je remets à tout le monde dans le contexte. Tout le monde était en train de tenter de gérer la crise comme il pouvait. Et je crois qu'il y avait un manque de lisibilité dans les différents espaces. Et peut-être même il a tardé à y avoir un leadership au niveau métropolitain pour la santé publique et une lecture, j'ai envie de dire, plutôt peut-être pas homogène, mais en tout cas plus cohérente entre les différents espaces des CIUS. Personnellement, à chaque fois, je vérifiais avec d'autres territoires si ça se passait de la même façon dans les cellules de crise, et ce n'était pas le cas. Et donc ça, c'est intéressant de se dire, mais comment pour les prochaines crises, on peut apprendre d'une certaine lecture cohérente, nécessaire entre justement ces territoires de CIUS et ces territoires montréalais qui, je le rappelle quand même, font partie de la même... Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai perdu un petit peu la dernière phrase. Une chose qui a révélé la crise aussi, c'est vraiment le fait qu'il y a des territoires qui sont sous-financés, qui manquent de projets transformateurs. Est-ce que tu penses que cette crise va vraiment permettre à ces territoires de se transformer, d'avoir plus de ressources? Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on réalise, c'est que oui, on a réalisé qu'on avait des enjeux. En fait, ça a exacerbé les enjeux qui existaient déjà. Et là, on ne peut plus nécessairement se faire aveugle et se dire que ça n'existe pas, qu'on est tous égaux. Vraiment, cette crise a vraiment pu permettre de réaliser qu'il y a certains habitants qui jouissent de plus de privilèges que d'autres. Et
on voit comment l'argent est distribué, les personnes qui, même au niveau de l'aide, on voit que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à de l'aide gouvernementale. On va parler de la fracture numérique, on pourrait en parler un petit peu plus. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas avoir accès à Internet ou un ordinateur pour pouvoir remplir les demandes. Est-ce que ça va vraiment permettre, est-ce que vous parlez des enjeux structurels qui existent, mais comment cette crise-là, comment on peut apprendre cette crise-là et appliquer des solutions qui vont vraiment faire une différence pour les habitants de ces territoires? Au bout de quelques semaines de gestion de crise et de gestion, par exemple, des enjeux très, très urgents, là, très, très vite, les enjeux qui ont été soit appuyés par les organisations communautaires, soit appuyés, par exemple, par les bailleurs comme Centraide, ça a été sécurité alimentaire. Il fallait que tout le monde puisse manger et qu'on s'assure que les gens avaient à manger et qu'il puisse y avoir un soutien psychosocial parce qu'on le savait, et je remets tout le monde, là, c'est l'été. On a un peu oublié c'était quoi le confinement, mais je remets tout le monde dans la catastrophe du mois de mars et d'avril. La question de la violence familiale était on va dire, qui planait sur de nombreuses familles ou de nombreux ménages. Et donc, l'épuisement potentiel, on a eu énormément de drames. Personnellement, je trouve qu'on a eu énormément de drames dans la post-Covid, justement d'enfants qui se faisaient, dans les pires cas, tuer, en fait. Donc, le soutien psychosocial et l'alimentaire ont été les deux, on va dire, besoins nécessaires ou les deux premiers éléments très, très urgents à gérer. Maintenant, effectivement, à un moment donné, il fallait avoir une lecture sur les failles structurelles, puis j'utilise un terme géographique à bon escient, dans le sens où on est face à une métropole. Et je sais que je répète beaucoup cette idée-là. Nous sommes une ville et nous avons le statut de métropole, mais en réalité, et je vous vends la punchline si vous ne restez pas jusqu'à la fin, en réalité, nous avons deux métropoles. En réalité, il y a une métropole qui, comme tu viens de le dire, Carla, qui a pu se confiner, et une métropole qui n'a pas pu se confiner. Et donc, les enjeux structurels de cette deuxième métropole, c'est quoi? C'est que si vous êtes obligé de prendre les transports pour vous déplacer au travail, ça veut dire que le risque sanitaire est beaucoup plus important pour vous et pour, si vous travaillez dans le milieu de la santé, et pour les autres. Si vous habitez on va dire des logements collectifs où il y a une forme de délaissement des propriétaires, parce que c'est ça aussi. Quand vous avez des propriétaires qui sont responsables, c'est une chose, mais quand vous avez des propriétaires qui sont absents, qui sont des sociétés ou des entreprises, ils s'en foutent de mettre du sanitizer et on va dire des éléments sanitaires qui permettent dans le fond de réduire la contagion. Donc, il y a ces éléments-là qui sont très importants. La question structurelle de la fracture numérique a, je pense, été on va dire, ça a sauté aux yeux de tout le monde parce que tout le monde dépendait de l'accès à Internet. Les élèves, les professionnels, à peu près tout le monde en fait en dépendait. Juste pour avoir la PCU, il fallait s'inscrire par Internet. Nous, par exemple, on avait des citoyens et je parlerai de l'entraide un petit peu plus tard, mais on avait des citoyens qui ont dû rompre en fait le confinement parce qu'il fallait qu'ils aillent chez leurs voisins parce qu'eux n'avaient ni ordinateur ni Internet pour aller s'inscrire sur les programmes du gouvernement. Si vous êtes par exemple à 4 enfants dans une maison et qu'il y a, admettons, 2 téléphones et un ordinateur, comment vous suivez les cours? C'est impossible. Et donc, dans le fond, ces enjeux structurels qui étaient préexistants, donc les transports, la sécurité alimentaire, je pense qu'on aura dans les prochains temps une conversation assez essentielle à avoir sur l'accès à une souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que les gens dépendent des banques alimentaires. Ce n'est pas normal dans une société comme la nôtre. Et donc, ces enjeux-là ont juste exacerbé, on va dire, comme tu viens de le dire, Carla, les inégalités, mais surtout ont rendu la vie très, très difficile à de nombreuses personnes. Et on reviendra sur ceux qui ont été touchés. Mais par exemple, les femmes monoparentales qui avaient à s'occuper des enfants, qui devaient suivre l'école, qui devaient répondre aux exigences du système scolaire. Si en plus, par exemple, comme citoyennes, elles sont engagées dans je ne sais quel projet,
je veux dire, la concurrence dans une famille devenait très, très importante. Et donc, la question de la fracture numérique, par exemple, localement, il y a pu y avoir certaines réponses. Un organisme comme Hoodstock, comme Parole d'Exclus, ça faisait très longtemps qu'il parlait de la fracture numérique. On a eu, par exemple, un financement de la Fondation Chagnon qui a été donné au sommet des jeunes, voyons, je vais encore mal le dire, mais dans le fond, le SJDES, dans le fond, c'est le sommet, tu me corriges, Carla, mais c'est le sommet des jeunes des communautés noires pour le développement économique, quelque chose comme ça. Don't get me there. Mais en tout cas, mais qui est le SJDES. Ça, je sais que c'est ça. Et je vous invite à aller voir ce qu'ils ont tenté de faire. D'ailleurs, il y a 2 jours, il y a eu un article sur justement la fracture numérique. Et ils ont tenté, tant bien que mal, en fait, de répondre dans certains espaces comme Montréal-Nord. Et chez nous, par exemple, c'est un organisme donc comme Hoodstock et comme la Maison des Jeunes L'Ouverture qui, eux, avaient accès aux citoyens. Parce qu'il y a aussi toute cette question-là qui est, vous pouvez avoir des projets qui ne sont pas des projets structurants. Un projet structurant sur la fracture numérique, c'est mettre en place des bornes Wi-Fi et donner accès, par exemple, à des tablettes. Ça, c'est structurel. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire donner accès à une tablette avec, par exemple, du Wi-Fi ou de l'Internet pour quelques mois, on a essayé de patcher. Tout le monde a essayé de patcher comme il pouvait. Mais c'est une façon, disons, de colmater les brèches, parce que les brèches sur cette question-là ont été très importantes. Et je m'arrête là-dessus. Je pense qu'il va falloir réfléchir à la génération COVID de nos enfants, qu'il va falloir, on va dire, avec laquelle il va falloir avancer. Peut-être qu'en tant qu'adulte, on le vit d'une façon comme professionnelle, mais les enfants l'ont vécu d'une toute autre façon. Et ça, il va falloir aussi le considérer comme société. On a parlé de... Ça fait beaucoup. Je vais essayer de rappeler certaines choses que tu as dites. On a parlé des femmes. On a parlé de certains quartiers plus vulnérables que d'autres. Moi, j'ai envie de savoir qui a été plus touché dans cette crise. Je sais que ça va paraître un peu... on parle beaucoup de ce qui se passe dans les communautés noires en ce moment. Il y a vraiment une vague de revendications bien légitimes. Tout à fait. Aux États-Unis, c'est démontré que le nombre de décès et la population qui est le plus touchée par la COVID sont les Afro-Américains. Je prends l'exemple du Michigan, 40% des décès dus à la COVID proviennent de la communauté noire, alors qu'ils représentent 14% seulement. À Toronto, les personnes noires et BIPOC, les personnes de couleur, c'est 83%. Si on se base sur la population noire de Toronto, c'est 21%, alors qu'elle représente seulement 9% de la population. Au Québec, malheureusement, on n'a pas encore l'opportunité d'avoir les données basées sur la race. Je vais poser plus de questions par rapport à ça parce que c'est vraiment important, je pense, que pour faire une analyse de ce qui se passe, de vraiment avoir ces données-là pour pouvoir agir. Est-ce qu'on peut faire une lecture de la crise dans une perspective raciale? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut arrêter de voir tout en noir et blanc, mais malheureusement, les gens qui sont le plus touchés présentement, ce sont les personnes noires et les personnes de couleur. Est-ce que ça démontre quelque chose par rapport à notre société? Alors, je m'excuse s'il y a eu des sons pendant que tu parlais, Carla. Je vais me muter dorénavant quand je ne parle pas. Je pense que c'est la question essentielle. En vrai, quand on parle de certains territoires, on parle aussi de certaines populations. Les données, je pense que j'avais pas accès à ces données-là. Merci de les amener, Carla. Les données que j'avais eues, par exemple, sur Chicago étaient juste effarantes. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on ne pense pas... qu'on pense colorblind, je veux bien, je voudrais bien, mais la réalité, c'est que c'est pas possible. La réalité, c'est qu'on ne vit pas les mêmes vies. Et donc, quand il y a des citoyens et des citoyennes qui, parce qu'ils sont noirs, par exemple,
meurent plus, ben, ça nécessite qu'on le dise, qu'on le comptabilise, qu'on le documente. Et ça incite en fait à avoir des façons de travailler différentes. La question des données, elle est essentielle, Carla, et j'ai envie de dire un peu à tout le monde ce soir, je crois qu'il faut se questionner sur le fait qu'au Québec, on a encore des je ne sais même pas quel mot utiliser, on a encore des freins à vouloir documenter certains enjeux parce qu'ils seraient de l'ordre de la race. Je comprends la question de la stigmatisation. Par exemple, l'argument qui a été utilisé pour ne pas aller vers une documentation, ou en tout cas une mise en valeur des données ethno-raciales, ça a été de dire « Ah, on ne veut pas stigmatiser le monde. » Regardez, par exemple, avec le virus du sida, l'effet que ça a eu, c'est que ça a stigmatisé les populations noires et au Québec, je le rappelle, notamment les populations haïtiennes, francophones. Évidemment pas que là, mais ça a été l'effet de stigmatisation a touché ces populations-là. On s'entend là-dessus. Et je crois que rester sur la crainte d'une stigmatisation, c'est ne pas assumer qu'il y a des failles raciales dans nos sociétés. Ça s'appelle du racisme, en fait, ou ça s'appelle un déni du racisme. Mais quand c'est, par exemple, le politique qui fait du déni du racisme, c'est une chose. Le politique passe, vient, s'en va. L'idéologie passe, s'en va. Mais c'est les institutions, en fait, qui ont freiné. Et je crois qu'il y a une lecture tout à fait ambivalente dans la plupart de nos institutions au Québec. Il y a ceux qui souhaitent réellement amener cette lecture-là, non pas seulement raciale, en fait. C'est que si vous lisez les questions à partir d'une perspective féministe, normalement, vous êtes obligé aussi de lire les questions du point de vue, justement, par exemple, de la race. Donc, la question de la lecture intersectionnelle, ce qu'elle permet de faire, c'est pas juste de classer les gens dans une case, c'est de se dire, mais comment nos pratiques de travail sont en train de nous rendre plus inclusifs de certaines populations avec lesquelles on a des angles morts. Et donc, personnellement, sur cette question, je pense que la plupart des organisations qui étaient sérieuses, là, notamment par exemple le CRAR, mais pas seulement, beaucoup d'organisations des communautés noires ont porté aussi cette requête des données. Mais il faut le dire, les institutions, et notamment la direction régionale de la santé publique ou, dans le fond, les directions québécoises de la santé publique, n'étaient pas en faveur de cela. La question de la stigmatisation, je pense, aujourd'hui, n'est plus un argument valide. Pas après George Floyd, pas après que cette pandémie ait présenté le virus comme quelque part, justement, un virus colorblind, mais la réalité a été tout autre. Les morts et les personnes contaminées ont touché des territoires spécifiques et ont touché des populations spécifiques. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le documenter. Et je veux quand même ici mentionner que pour avoir conversé beaucoup avec des professionnels, par exemple, de la DRSP, je sais que certains individus portent dans l'institution cette volonté-là d'amener justement une perspective moins discriminante. Je le sais, mais en réalité, tant que la direction, tant que la vision des institutions n'est pas justement inclusive on va dire, de cette façon de lire la complexité, eh bien, on se ramassera toujours avec des angles morts au Québec. Et c'est du déni du racisme. Je n'ai pas répondu, je pense, à toute ta question, mais dis-moi la partie sur laquelle je n'ai pas répondu. Mais en fait, c'est super. L'autre partie de la question, c'est les gens qui sont, on a parlé des territoires, mais les gens qui sont le plus touchés. Cette crise, en tant que femme, en tant que mère monoparentale, on en a parlé brièvement. Moi, je l'ai vraiment reçu d'une certaine façon et jusqu'à présent, j'en paye encore les conséquences. Est-ce qu'il y a des strates de la société, des gens qui sont plus touchés dans ces mêmes territoires-là? Est-ce que les femmes sont plus à risque? Est-ce qu'il y a d'autres populations qui sont plus touchées par cette crise-là? Oui, merci de me remettre sur le droit chemin à chaque fois. Évidemment, et je ne dis pas ça parce que je suis féministe, mais je revérifiais encore tout à l'heure les données de l'INSPQ et la crise, par exemple,
ou en tout cas le virus ou la contagion a beaucoup touché les femmes au Québec. Ce qu'il faut aussi, je vais donner certains éléments comme ça. C'est certain que les femmes ont été très touchées, mais elles ont été touchées de plusieurs façons. Elles ont été touchées parce que, évidemment, on va dire le confinement, c'est un retrait vers l'espace de la maison, l'espace familial, l'espace où les femmes, quand elles sont sorties quelque part de cet espace-là, c'était pour délimiter comment leur charge. Ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille, la charge mentale et la charge professionnelle est mieux distribuée. Ça, c'est autre chose. Mais donc, pendant la pandémie, ce que ça a fait, c'est une sorte de millefeuille. La charge portée à la nécessité de s'occuper des enfants. Donc, la charge familiale revenait, je pense, je vais peut-être faire une généralité, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis que c'est revenu sur les femmes. D'ailleurs, j'ai mentionné plusieurs références un peu pour appuyer ce que je raconte. Et il y a une BD qui a été faite par Emma, qui est un site français, en fait. Mais je pense qu'au Québec, on n'est pas loin de la même réalité. C'est-à-dire qu'on a toutes été des jongleuses. Personnellement, je suis aussi dans une situation de monoparentalité à temps partiel. Et effectivement, une direction d'organisme avec une monoparentalité même à temps partiel, c'était du jonglage. Et je crois que justement, l'effet de la charge de travail, la charge familiale, a eu des conséquences qui sont majeures sur la santé mentale des femmes. Et j'y reviendrai peut-être après sur les effets à observer de façon plus ténue, j'ai envie de dire. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on check là. Et la question de la santé mentale d'à peu près tout le monde, hein, on s'entend. Quelqu'un qui souhaite se suicider, c'est pas juste des femmes là. Il y a aussi des hommes que ça touche. La santé mentale ne touche pas une catégorie de personnes, mais la question de la charge mentale qui s'est surajoutée dans le quotidien des femmes a été importante. Donc pour moi, le premier acteur de la société qui en a vécu, on va dire, de plein fouet les conséquences, ce sont les femmes. Je souhaiterais juste mentionner aussi que les professionnels de la santé, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais je pense que c'est facile à trouver dans les documents, par exemple, de la DRSP. Et d'ailleurs, ils vont sortir un fascicule justement sur la question, sur le lien. Je ne pouvais pas vous l'envoyer malheureusement encore, mais ils doivent sortir un fascicule avec des hypothèses sur pourquoi la COVID a touché, par exemple, plus de femmes, plus de quartiers que d'autres, avec des hypothèses aussi sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur les données. Mais ça, je pourrais vous l'envoyer comme plus tard dès que ça sort. Mais dans le fond, sur la question des femmes aussi, c'est que on sait que les femmes, d'une manière beaucoup plus importante, travaillent dans, par exemple, le milieu communautaire, ou en tout cas ce qu'on appelle le care. Et si en plus votre travail, c'est de vous occuper des autres, ça veut dire que c'est pas la même chose que, je sais pas moi, de gérer des données dans une banque. Je schématise beaucoup là, mais si vous avez sur votre charge au quotidien le fait que des personnes n'ont pas à manger, ou que par exemple il y a des personnes qui sont en train de consommer et de potentiellement mourir sur l'espace dans lequel vous travaillez, ben là vous n'avez pas la même façon de dormir. Et donc il y a sur les femmes un fardeau qui, je pense, a été décuplé par la COVID. Fait que, principalement à ta question, je répondrai les femmes. Évidemment, je pense que toutes les manifestations qui ont été, on va dire, dont on a été témoin après la COVID, là, borderline à la fin du confinement, et notamment après la mort de George Floyd aux États-Unis, ça a sorti un certain type d'acteurs. Ça a sorti certaines catégories de la population. En France, par exemple, ce sont dans le fond, toute une jeunesse racialisée, qu'elle soit justement arabe, noire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération de personnes racialisées qui vivent encore les effets du racisme et notamment, par exemple, du profilage racial. Et au Québec, c'est pareil. Les premières manifestations ont été à Montréal organisées en soutien en fait, aux populations noires dont on a vu qu'elles vivaient encore, malgré ce virus qui aurait mis à égalité tout le monde, qui vivent encore en fait l'effet de ces inégalités structurelles. Donc les populations racialisées ont été un des acteurs touchés. Et je pense que tu l'as nommé tout à l'heure, à partir du moment où on s'est rendu compte que parmi les morts,
et notamment parmi les morts et les contaminés dans le milieu de la santé, il y avait beaucoup de personnes racialisées. Là, j'ose espérer que la culpabilité s'est développée, mais surtout, en fait, ça a créé un sentiment je pense, de colère absolument légitime. Et on a vu ce que ça a donné dans certaines villes américaines. Et ça, c'est une géographie aussi de la résistance. Si on se rappelle de comment certains ont réagi en mettant le feu dans certains espaces, c'est sûr, la violence, etc., on peut avoir la conversation, mais c'est aussi une géographie des formes de résistance. Donc, les populations racialisées, je dirais qu'une catégorie qui, disons, peut se relier un peu aux deux autres, mais les immigrants. Les immigrants ou des personnes qui ont des statuts justement très précaires ont eux aussi, par exemple, été beaucoup employés comme livreurs, chauffeurs, whatever. Et en fait, on va dire cette masse de ressources humaines en fait qui est nécessaire on va dire à la vie de nos villes. C'est-à-dire que nos villes ne peuvent fonctionner que parce qu'il y a des catégories qui sont exploitées. Et donc, toutes ces catégories-là ont en fait été celles qui ont été mises au front durant la COVID. Et peut-être juste un dernier point, par exemple, ce qu'on a vu au bout de quelques semaines en France, où il y a aussi un colorblind très clair, c'est que les zones qui étaient les plus touchées, c'est par exemple un territoire comme la Seine-Saint-Denis, qui est l'espace, le plus pauvre de France, 2, le plus multiculturel et concentrant des populations venant soit de l'immigration, soit des populations racialisées, donc plurigénérationnelles en France, mais ayant des arrière-grands-parents immigrants. Et donc, ça, c'est majeur. C'est-à-dire ceux qui ont été touchés, et je n'oublie pas les aînés. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une lecture seulement sur femmes et race. Il y a aussi un enjeu intergénérationnel qui a fait qu'il faut qu'on se pose des questions sur la façon avec laquelle on concentre nos aînés dans certains espaces. Oui, ça a ramené beaucoup justement de débats, justement la façon qu'on traite nos aînés. Et même, on ne veut pas le dire, mais c'est rare que des personnes racialisées utilisent les CHSLD, par exemple. Souvent, il y a ces valeurs qui font que les parents restent plus longtemps à la maison, etc. Donc, même là, ça crée un débat de comment on veut traiter nos aînés dans notre société et le lien par rapport, juste se débarrasser des gens, c'est de dire, OK, on va les placer, mais comment on fait pour justement s'assurer que dans une économie de partage et où est-ce qu'on est la solidarité est très importante, comment on va redéfinir et repenser le lien avec nos aînés. J'avais cette longue conversation avec ma mère qui me disait, moi, vous ne me placerez pas, là, j'ai jamais placé ma mère. Donc, c'est super drôle, mais en même temps, nous, on était comme, c'est clair que tu ne resteras pas à la maison, mais la crise nous a vraiment fait repenser justement la façon qu'on va gérer le fait que nos parents vont vieillir. Maintenant qu'on est capable de placer la pandémie dans un espace, dans des territoires, les personnes qu'elle touche, l'impact que cette pandémie a sur nous. On parle beaucoup de l'impact économique et je ne néglige pas le fait qu'il y a un impact économique, mais cet impact économique, et pour moi, c'est vraiment comment ça va avoir une répercussion sur les gens. Personnellement, je vois que, bon, je me suis retirée des médias sociaux, j'ai trouvé ça très lourd. J'ai vu des gens autour de moi complètement dépressifs. J'ai un très, très bon ami qui s'est suicidé la semaine dernière, clairement à cause des impacts de cette pandémie, de cette crise qu'on vit tous. Donc, on peut parler de l'impact sur la santé mentale. C'est assurément quelque chose qui va être très important de voir comment on va faire pour conjuguer avec une société qui va être clairement très affectée. Mais est-ce qu'il y a d'autres impacts qui sont importants que tout de suite qu'on adresse et tout de suite qu'on réfléchisse à comment on va faire pour se sortir de cette crise-là et comment on va gérer ces impacts-là?
Merci Carla de mentionner aussi comment dire, les effets que ça a pu avoir sur toi personnellement en tant qu'individu, mais aussi sur l'entourage, que ce soit professionnel ou amical. Je crois que on ne peut pas en ce moment faire fi de l'épuisement. Je n'ai pas d'autres termes. Moi, personnellement, je suis quelqu'un dont on loue souvent l'énergie, la capacité de résilience, blablabla. Très honnêtement, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense, en fait, et d'aussi... qui a autant d'impact sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas une semaine qu'on est resté confiné, c'est plusieurs mois. Et le confinement, c'est un peu aussi, on va dire, une sorte d'enclavement. Tu sais, la géographie, c'est, on va dire, l'analyse du rapport entre l'humain et son espace, mais c'est aussi entre le rapport des humains entre eux dans un espace. Et je crois que ce que cette pandémie a brisé, c'est un peu justement toute cette capacité à faire lien et à faire société quelque part. Parce que Zoom, ça ne permet pas de faire société. Ça permet de se voir en images et puis de se faire un mal de crâne parce qu'en réalité, ça fait mal à la tête. Et donc, en fait, j'ai l'impression que même les outils qu'on a utilisés pour un peu contrer le manque des autres, en fait, n'a fait que renforcer justement l'épuisement mental. Il y a plusieurs articles qui sont apparus justement sur l'impact des réunions dans le fond Zoom sur notre esprit, sur notre tête, etc. C'est là que la question des inégalités est majeure. C'est-à-dire que la capacité à se raccrocher, la capacité à se dire que même si économiquement, par exemple, vous venez de perdre votre job ou par exemple, vous venez de perdre votre commerce, eh bien, il y a soit une expérience de résilience due à des traumas, etc., soit une capacité on va dire, à renaître et à se reconstruire qui a été forgée individuellement. Soit en fait, il y a des fois où même vous pouvez avoir l'air d'être le plus fort et la personne la plus solide, mais en fait, c'est juste que c'est une sorte d'isolement qui se consolide, en fait, j'ai envie de dire, un peu d'une semaine à l'autre. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser l'impact de l'isolement physique, géographique et social qu'on a tous subi. Je pense que nous savons tous que nous sommes tous des animaux sociaux. C'est pas pour rien qu'à la fin de la COVID, on avait tous juste une envie, c'était de se toucher puis de rencontrer les nôtres, soit que ce soit les membres des familles, soit en fait les collègues. Et je crois que honnêtement, la question de la santé mentale, moi, c'est l'enjeu que je regarde comme le plus, on va dire, avec le plus d'effets. Si je m'observe individuellement et si j'observe, par exemple, l'équipe avec laquelle je travaille et mes partenaires sur le territoire, il y a un épuisement des troupes qui est vraiment notable. Il y a plusieurs documents ou documentations qui ont été faites récemment, notamment l'équipe de recherche chez nous a fait une sorte de recherche-action très, très rapide, dans le fond, sur comment les organismes communautaires ont vécu tout ça. Et la question de l'épuisement revient la première. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, surcharge, millefeuille de responsabilités, etc. Donc, la question de la santé mentale, ça va devoir être une forme d'urgence des institutions et il va falloir, je pense, mettre un petit peu plus le paquet sur le soutien psychosocial que ce qui a été fait. Parce qu'on va perdre du monde. Et je ne le dis pas parce que je suis jamais, mais je tente de jamais être pessimiste dans la vie, mais pour être très honnête, ce que je vois ou ce que j'ai vu sur le terrain dès le retour en début, par exemple, juin et puis juillet, c'est des gens qui, par exemple, parce qu'il y a eu un isolement social, se sont mis à consommer. Certains, par exemple, ont pu faire des surdoses. Donc, il y a des enjeux aussi, là, l'isolement social, le bris de confiance, si vous habitez tout seul. Bref, donc il y a plusieurs éléments qui s'accumulent pour faire en sorte que la question de la santé mentale devrait être une urgence majeure. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les pays du Sud, si on veut.
et Haïti, en Afrique et tout ça. Et j'essaie j'ai discuté avec un de mes amis, justement, qui a un site qui s'appelle Aïbo Post, qui couvre un peu l'actualité politique, sociale en Haïti. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que la façon dont nos sociétés sont fondées, ou les valeurs sur lesquelles nos sociétés sont fondées, fait en sorte que cette crise-là est peut-être plus, nous impacte un peu plus. Parce que je regarde un peu, on parle beaucoup de résilience des gens. Oui, il y a un impact dans d'autres pays, mais au niveau sur la santé mentale, c'est pas la même chose. Premièrement, bon, le confinement n'a pas été fait de la même façon. Donc, au niveau des valeurs, est-ce que tu penses que cette crise-là va nous permettre aussi de revisiter nos valeurs, d'être peut-être plus proche de la nature, proche des gens? Est-ce qu'on va développer notre solidarité? Moi, j'habite dans un édifice de 14 appartements. On ne s'est jamais parlé pendant la crise. On ne s'est jamais échangé quoi que ce soit. Puis c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Donc, est-ce que tu penses que cette crise-là va nous permettre de révisiter nos valeurs, de penser à vivre autrement? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un billet au début de la COVID pour dire le retour à la normale n'est pas possible, nous devrons changer nos pratiques, etc., etc. Et je vais être très honnête, je pense que j'y ai cru pendant 2 semaines. Et quand j'ai vu le amount de cellules de crise dans lesquelles j'entrais au quotidien, les surappels, les sur-zooms, c'est-à-dire notre capacité à surtravailler, en fait. Et puis on s'entend qu'il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des essentiels, ça, on s'entend là-dessus. Mais notre capacité à ne pas ralentir m'a beaucoup frappée très, très rapidement. Je me suis dit, OK, on n'est pas en train de changer réellement. Peut-être qu'individuellement ou des petits groupes vont en avoir tellement pris dans la face et la transformation sera tellement radicale ou nécessairement radicale pour eux qu'ils feront des moves pour aller vivre en campagne, pour aller faire des fermes. Puis je vais peut-être y revenir juste après. Cela dit, ce que j'ai pu observer quand même, peut-être parce que justement je travaille dans un territoire qui est tellement habitué aux crises, j'ai l'impression qu'en fait, les gens passent d'une crise à l'autre. Puis ça, je ne sais pas des fois si c'est de la résilience ou une adaptation au trauma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, la résilience, il ne faut pas faire de déni sur les types de traumatismes que l'on vit, en fait. Puis ça, c'est majeur, je pense. Et puis, peut-être juste une anecdote, à un moment donné, no offense les gens, mais à un moment donné, je me rendais compte que les gens avec qui on arrivait à avoir une espèce de capacité d'adaptation, à proposer des idées assez folles. Mon collègue Ismaël, c'est mon ami de folie, mon collègue de folie, mais en fait, c'était soit des immigrants, soit des gens qui avaient vécu justement des dictatures, des catastrophes, enfin, etc. Des gens qui avaient justement, par exemple chez les Haïtiens, des personnes qui avaient quitté Haïti à cause du tremblement de terre. Donc, en fait, des personnes qui avaient une capacité on va dire, de rebondir. Et donc, de se dire, ben, ça a été un moteur pour certains. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les immigrants et les racisés qui ont une capacité de résilience. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce qui m'a frappée, dans le communautaire en tout cas, c'est que dans les façons de travailler, ceux qui étaient capables de sortir un camion, faire des trucs qui étaient considérés comme bizarres en fait, en fait c'était des gens qui venaient d'ailleurs ou qui avaient vécu justement des choses assez difficiles. Je crois que quand même, ça nous a imposé, si des gens ne sont pas passés à l'action, je crois que ça a entamé la réflexion. Je crois personnellement que cette crise a radicalisé la catégorie de la société que j'appelle, mais je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, les liberals. C'est-à-dire les gens qui se disaient, ouais, mais tu sais, c'est pas si grave, les inégalités, c'est important de faire ça, mais pas de redistribuer. Non. Je pense que cette catégorie-là de la société a vu que leurs discours et leurs actions étaient très limités et n'avaient pas de portée. Et en fait, ça les a, on va dire, ça leur a permis
de rejoindre les rangs des personnes justement qui peut-être avaient un discours qui était considéré comme plutôt radical, plutôt borderline, plutôt marginal ou plutôt, on va dire, ce qu'on appelle le discours sur la redistribution, en fait. Et donc, ça, je crois que ça amène soit une réflexion, soit une action différente sur comment on est solidaire, comment on incarne réellement l'entraide. Puis peut-être juste un exemple. Moi, j'ai vraiment vu beaucoup d'actions solidaires entre des populations très, très différentes de Montréal-Nord. Des Blancs avec des populations racialisées, des racialisés entre eux, des Blancs entre eux. C'est-à-dire que ça n'a pas le facteur le plus important, ça a été de se dire, s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, par exemple, il faut que l'on soit là ensemble. Et donc, l'entraide a été une sorte de socle pour beaucoup des citoyens que j'ai vus, et notamment même on va dire des échanges interquartiers. À un moment donné, on avait un organisme qui s'appelle Faisant pour deux, qui incitait par exemple des gens qui habitent le plateau, les bobos du plateau, dans le fond, cuisinaient, mais pour plusieurs. Et cet organisme-là redistribuait dans des territoires comme Montréal-Nord et faisait dans le fond le lien entre des personnes qui avaient réellement des enjeux d'insécurité alimentaire et de sécurité alimentaire avec des gens qui pouvaient consommer et qui pouvaient en fait partager. Et donc, je crois que c'est sur ces initiatives-là qu'on doit aussi rester. Je crois qu'on a, personnellement, je ne peux pas ne pas être optimiste dans la vie, fait que je vais quand même mettre ma touche, mais je crois qu'on a consolidé une certaine pratique face à la COVID dans des espaces différents. Et je crois que c'est cette toile qu'on a tenté de tisser sur laquelle il va falloir rebâtir. C'est de l'apprentissage au final que de s'en être pris autant. Et donc, c'est ça aussi, quelque part, la capacité de résilience et la capacité de transformation. Je m'excuse, je parle trop. C'est parfait, t'inquiète. Il nous reste 5 minutes avant de passer à la période des questions. Et moi, j'ai envie de dire que toute crise nous permet de tirer des leçons. On a vu vraiment, j'aimerais qu'on finisse sur une note positive. On a quand même vu des mouvements de solidarité, d'entraide. Moi, j'ai eu une initiative que j'ai appuyée qui est au Centre La Saline. Tous les vendredis, ils emmènent une centaine de paniers et de repas à des familles dans le besoin du quartier Saint-Michel. On a vu une initiative vraiment brillante de Wajdi Mouawad qui a commencé en France, où est-ce que certaines personnes peuvent appeler pour lire des histoires, lire des contes à d'autres personnes qui n'ont pas accès à aller dans des bibliothèques, des trucs comme ça. Donc, plusieurs personnes peuvent participer. Donc, on a vu vraiment une solidarité humaine qui s'est créée. Quelles sont les grandes leçons, selon toi, qu'on peut tirer de cette crise pour conclure? Et c'est quoi le positif? Si on peut trouver quelque chose de positif par rapport à tout ce qu'on vit présentement, selon toi, c'est quoi? Et je te laisse, tu as 3 minutes pour conclure. OK, le défi. Je dois me situer pour te répondre parce que je pense que c'est important pour comprendre pourquoi je réponds comme ça. Moi, j'ai grandi, les 10 premières années de ma vie, j'ai grandi dans un pays du Sud où on utilise la rue, on utilise le trottoir, on utilise quelque part tous les espaces qui nous... tu sais, les mariages, ça se passe dans la rue. On loue pas de salle, enfin, ou très peu, quoi. Donc, tout ça pour dire que ce que je vois à Montréal, par exemple, en ce moment, c'est comme un réinvestissement de nos espaces communs. Parce qu'au final, une société qui est un petit peu trop basée sur la consommation, c'est dans le fond ta capacité individuelle à consommer, à aller au resto, à aller au cinéma, à aller à tel ou tel endroit. Mais si au final tout ça est fermé, il peut te rester le restaurant, la terrasse, mais qu'est-ce qui te reste? Il nous reste ce qui nous appartient à tous. Et ce que je vois beaucoup justement en ce moment, c'est comment on a un terme en géographie urbaine, c'est l'urbanité. Là, c'est quelque part l'art de vivre ensemble et d'être ensemble dans l'espace de la ville. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et ce que je vois en ce moment, c'est ça. C'est comment des voisins qui ne se parlaient pas, parce qu'ils n'avaient rien à se dire, parce qu'ils sont sommés de partager un espace commun, comment au final, ils finissent par trouver une sorte de lien. Et parce qu'ils sont, dans le fond, les personnes les plus proches
les uns pour les autres. Moi, la COVID a fait qu'effectivement que j'ai commencé à parler avec mon voisin que je ne connaissais pas nécessairement. Et donc, je crois que ça a donné une place à l'informel. Ça a donné une place à comment on habite nos villes, mais comment aussi on a un rapport aux espaces et aux territoires. Je ne le redirai jamais assez. Moi, je crois que cette société est dans le déni aussi. Quand je dis cette société, c'est le Québec, là, et le Canada. Mais je crois que cette société est dans le déni de son propre rapport à la nature et au territoire naturel. Et je crois que là-dessus, c'est un peu toutes les sagesses et tous les apprentissages des populations autochtones dont on doit, en fait, s'imprégner. Et ce que je vois beaucoup aussi, c'est ça. C'est des initiatives où les gens créent des fermes. Moi, la première, j'ai voulu aller m'installer à 2 heures de Montréal pour ne plus habiter ici parce qu'il y avait trop de bruit. Bref, donc je vois que dans l'espace urbain, on réinvestit autrement notre ville, nos rues, bref, nos espaces communs, nos espaces publics. Et ce que je vois, c'est comme citadins, spécifiquement comme citadins qui avons subi la surconcentration, etc., eh bien, je crois que ça a créé des mouvements pour vivre autrement un peu, c'est ça, vivre autrement les espaces de nos vies. Puis, je conseille à tout le monde la lecture d'un texte d'Abdenour Bidar qui est sorti dans Le Monde sur justement la déliaison qu'a créé la COVID a recréé au final une envie chez les individus de se retrouver ailleurs, peut-être plus nombreux, mais dans des espaces dans lesquels il y a un retour à l'essentiel. Et je crois que le terme le plus important de la COVID, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que ça nous a incité à nous reconcentrer sur l'essentiel et ça nous a incité à ne pas faire de déni sur qui est essentiel dans nos sociétés. Merci beaucoup, Bushra. On va pouvoir continuer à discuter. On a deux mains levées, donc on a 2 questions. On va passer aux questions. Nicolas, qu'on voit apparaître à l'instant, va être la personne qui va gérer les questions, puis on continuera la conversation basée sur les questions qu'on va recevoir. Exactement. Alors, Nicolas, je te laisse la parole. Fait qu'on va d'abord prendre une question de Fritzna Blaise. Puis, il y a Justine aussi, tu n'as pas levé ta main, mais j'ai vu Justine D. Fait qu'on va d'abord débloquer le micro de Fritzna. Il y a quelqu'un qui est identifié comme LIMH qui veut poser une question. Il va falloir te renommer si tu veux pouvoir avoir la parole avec le nom que tu as donné à l'inscription, s'il te plaît. Fait que je t'ai écrit dans le chat comment faire. Fait que Fritzna, ça va être à toi, puis ensuite Justine. Bonjour. Bonjour, c'est Fritzna. Je vous remercie pour l'intervention. Allô, Bushra. Et en fait, j'aurais une question et un commentaire. Je ne sais pas si c'est possible de rebondir sur un élément que je pense que tu as nommé, Bushra, qui est très importante, c'est la nécessité d'avoir des données sur la population qui a été touchée. C'est sûr qu'on a eu... il y a plusieurs plaidoiries qui ont été faites, ces données-là ont été réclamées et on s'est buté encore avec cette explication de dire qu'avoir des données concernant la population la plus touchée, ça renvoierait à une certaine stigmatisation. Moi, je pense que c'est la manière dont ces données sont interprétées. Donc, il faudra aussi qu'on apprenne à décoloniser un peu la recherche et l'interprétation des données parce que à un certain moment, utiliser la stigmatisation. C'est sûr que quand on parle des territoires qui sont touchés, ça renvoie à des populations, mais ces populations-là sont porteurs de certaines maladies parce qu'ils ont eu certaines conditions de vie aussi qui renvoient à questionner la structure. Donc, les corps, les maladies ne sont pas créées comme ça, ils sont créés et sont en lien aussi avec d'autres déterminants de la santé, l'environnement, la manière de consommer. C'est sûr que dans la population noire, on va trouver beaucoup de diabète, beaucoup de problèmes métaboliques, mais c'est en lien aussi avec, il faut conserver ce qu'on a mangé. Donc, c'est un lien avec toute une histoire qui façonne ces corps-là et qui malheureusement vont à un certain moment développer certains facteurs de risque qui vont les prédisposer à une plus grande vulnérabilité face à une pandémie comme on l'a trouvé. Donc, je voulais apporter certains éléments dans le sens où c'est pas vraiment avoir des données sur une population. Et au contraire, j'étais complètement choquée de voir que la santé publique n'avait pas pris en compte ces stratifications de la population pour pouvoir justement faire des mesures de prévention là-dessus, les populations qui sont à risque,
que ce soit en facteur par rapport à l'âge qu'on a vu avec les personnes âgées, et également par rapport à d'autres conditions de pathologie qui existent. Donc, c'est comment aussi la réflexion de décoloniser l'interprétation qu'on a aussi de la recherche et des données. C'est très intéressant ce que vous dites, justement, par rapport aux maladies chroniques. Par contre, on regarde aussi souvent que c'est souvent où est-ce qu'il y a des déserts alimentaires qu'on retrouve plus ces maladies. Donc, ce que vous dites est tout à fait pertinent. Merci. Oui, tout à fait. Ben, ça, je pourrais élaborer un petit peu plus là-dessus, mais je ne voulais pas non plus trop monopoliser la parole. Puis en même temps, vous avez appelé à apporter aussi l'élément de l'intersectionnalité. Je pense que l'intersectionnalité, c'est aussi une approche qui permet de voir le croisement de toutes ces inégalités-là et qui permet aussi les interpréter aussi. Donc, que ce soit en termes de gestion communautaire ou gestion primaire, prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Et puis, l'autre élément que je voulais aborder, je pense que c'est par rapport à la santé mentale. Moi, je suis médecin psychiatre haïtienne et je n'ai pas mon diplôme ici, mais je pense que j'avais alerté et même je contribue aussi en termes de santé mentale. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place en termes de prévention? J'étais aussi... que ce soit les gens qui ont été victimes directement de la COVID, mais de manière indirecte aussi. J'ai vu des enfants qui ont vu des parents mourir et qui ne bénéficient aucun soutien psychosocial. Et ça, c'est dans une société occidentale, je ne m'attendais pas à avoir ce désert aussi de soutien ou même de planification pendant la COVID et même après en termes de santé mentale aussi. Je pense que c'est un élément très important. Et l'autre pandémie qu'on doit surveiller, ça va être en termes de santé mentale parce qu'il y a beaucoup de détresse qui se vit à tous les niveaux face à cette population. Et ma question, pour terminer là-dessus, c'était de savoir, j'avais une curiosité à savoir comment l'articulation a été faite avec les organismes communautaires et qui interviennent dans la communauté, la santé publique ou le gouvernement et la population. Est-ce qu'il y a eu dans la gestion de cette pandémie-là, parce que moi je suis à Sherbrooke, j'ai regardé beaucoup les organismes, notamment Woodstock, Parole d'Exclus, vos interventions, toutes vos interventions pendant la COVID et même après, je me demandais à quel moment le gouvernement a fait appel, par exemple, aux organismes communautaires, ne serait-ce pour leur impliquer dans un plan par rapport à la gestion. Est-ce qu'il y a eu une conversation, je dirais, triangulaire par rapport aux organismes communautaires? Et puis, si ça a été fait, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Voilà. Merci. Bouchra, vas-y. Peut-être juste avant de répondre à cette question, ce que je voudrais refléter à partir des propos de Fritzna, c'est deux choses. Puis c'est ça, là je donne la conférence, mais j'ai des appels qui rentrent pour le travail. Mais c'est que la charge de la documentation et de l'argumentaire politique revient encore sur le dos des populations qui subissent ce dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Fritzna, tu dis, c'est absolument primordial. Il y a des chercheurs racisés qui n'ont eu de cesse de dire qu'on peut travailler les données de façon éthique. Tout est dans la façon avec laquelle on assume certaines choses et on les présente. Et encore une fois, il revient aux populations racialisées inscrites dans ces institutions-là de porter le fardeau, de documenter et de faire le plaidoyer sur sur les inégalités qu'elles vivent. Et donc ça, c'est la partie qui est fatigante. C'est-à-dire que dans le fond, vous êtes des victimes et vous voyez des victimes qui peuvent vous ressembler. Si vous le dites, là, on vous dit « Ah ouais, mais ces données, c'est un peu touchy ». Non, c'est la façon avec laquelle vous les regardez qui est touchy et la façon avec laquelle vous ne les assumez pas. Et ce que tu dis, Fritzna, est important. Et je crois que c'est important aussi de redire aux professionnels justement du milieu de la santé qui sont des personnes racisées. Et j'ai vu plusieurs réseaux se mettre en place, notamment par exemple chez les populations noires, mais pas seulement. Et il y a des réseaux professionnels et je crois que peut-être la condition de racialiser doit ici nous inviter à faire une sorte à nous rassembler en fait, parce qu'au final, ça n'est seulement qu'en faisant un plaidoyer commun qu'il sera possible que ces données sortent
et qu'elle soit considérée. Je crois que sur cette question-là, il faut une sorte d'argumentaire politique. On ne peut pas faire autrement. Bushra, juste une petite question avant que tu passes à l'autre partie. Est-ce que tu penses qu'on ne veut pas avoir ces données-là parce qu'on ne veut pas faire face à notre responsabilité par rapport à certaines situations, certains enjeux de notre société? Est-ce que c'est un certain déni de devoir avoir à agir sur des enjeux qu'on connaît, mais dont on ne veut vraiment pas voir la réalité en face, dans un certain sens? Est-ce que c'est possible? Comme chercheur, ce que j'ai envie de dire, c'est que documenter et avoir des données, c'est une façon d'illustrer, comme cartographier, c'est une façon d'illustrer le réel. Si vous nous dites, comme par exemple, si les gouvernements n'ont de cesse, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit leur position politique depuis, tous, minoritaires, pas minoritaires, au pouvoir, pas au pouvoir, sont dans un déni total de la question du racisme au Québec. Ça, il faut qu'on se le dise. Documenter, cartographier et avoir des informations, on va dire, factuelles, statistiques, c'est pas la même chose qu'avoir du qualitatif. On a beaucoup de qualitatifs sur le profilage racial, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui vit des arrestations, mais on ne sait pas combien et on ne veut pas cartographier. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une façon d'assumer qu'il y a des réalités qui sont discriminatoires. Et donc, je crois que c'est le dernier voile, si je peux utiliser un mot que le Québec aime beaucoup, c'est le dernier voile qu'il faut lever sur la question raciale au Québec. On n'arrête pas de nous dire qu'on n'est pas dans le déni, que le racisme, c'est quelque chose qu'on assume. Eh bien, je pense qu'en ce moment, sur ces questions-là, il faut démontrer que les institutions sont non seulement inclusives, mais qu'elles n'ont pas d'angle mort. Et donc, je crois que c'est une façon de maintenir les angles morts que de ne pas céder à la nécessité de documenter. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Carla, si c'est clair. OK. Et sur ta question, Fritzna, ça c'est quelque chose qui, je crois, nécessitera vraiment une analyse par territoire. Parce que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est que dans le fond, on est un peu tenu par la façon avec laquelle, la métropole est organisée, 2, les territoires sont organisés. Dans chacun des arrondissements, il y a évidemment une direction d'arrondissement avec tout un élu, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, les tables de quartier. Et d'un quartier à l'autre, donc les tables de quartier rassemblent, dans le fond, l'ensemble des organismes communautaires d'un territoire et ils travaillent chacun, soit selon leurs spécificités, leurs expertises, leurs urgences, etc. Et je crois que ça a été aussi on va dire, un des arbitraires selon les quartiers. Il n'y a pas la même tradition d'organisation communautaire à Montréal-Nord qu'à Côte-des-Neiges, par exemple. Vous avez des espaces comme, je ne sais pas moi, par exemple, la Petite Bourgogne, où il y a une tradition historique de l'implication de certaines populations racialisées, et notamment des populations noires, mais aussi des populations qui viennent d'arriver et qui sont d'Asie du Sud-Est, etc. Donc, quand vous arrivez dans un territoire où il y a une tradition d'organisation et où il y a déjà un maillage de structures et, on va dire, de liens avec le politique, avec l'administratif et avec les tables de quartier, ça peut fonctionner différemment. Je crois que nous, on a été un peu mal pris par plusieurs éléments. On n'est pas un territoire... Il ne faut pas oublier que des territoires comme Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard, c'est des anciennes banlieues. Quand je parlais tout à l'heure de 2 métropoles, c'est ça. Il y a 2 trains. On a comme le 2e train qui s'est raccroché à la métropole et qui tente tant bien que mal, si vous voulez, de se raccrocher aussi en termes de financement, en termes de structuration. Et donc, ici, l'idée, c'est pas que je dise « c'est à cause de ce manque de leadership-là ou de tel facteur ». Mais ce que je constate, en tout cas, c'est que s'il y a eu on va dire une difficulté à saisir ce qui s'en venait, c'était aussi parce que je pense qu'il y a eu un manque de lecture d'urgence. On a eu des formes de leadership, puis je veux nommer personne parce que je ne veux pas avoir de message après, mais il y a eu des formes de leadership au niveau politique, au niveau communautaire, mais cela dépendait encore beaucoup des individualités et de ce qu'elles étaient capables
d'amener comme capacité de transformation ou comme velléité en fait de transformation. Et je crois que c'est ça le problème, c'est que s'il y a des territoires qui nécessitent des interventions structurelles, on ne peut pas juste s'attendre à ce que genre ma bonne volonté à moi plus la bonne volonté de l'autre plus la bonne volonté de l'autre arrive à régler ça. Ça n'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'il faut penser aussi en termes de métropole. Je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais dans le fond, à un moment donné, on a tenté d'avoir la conversation avec d'autres territoires. Mais en vrai, on était tellement épuisés qu'on n'a même pas pu aller au bout de cela parce que ce qu'on vit de façon structurelle est c'est tellement épuisant qu'on n'est pas capable de sortir de l'enclavement par territoire. Et il nous faut sortir de cet enclavement par arrondissement pour penser les effets de la COVID dans une espèce de couronne où il y a des quartiers et des espaces très spécifiques qui ont été touchés. Est-ce que ça répond à la question, Fritna? OK, super. Nicolas, on va passer à la deuxième question. Ouais, ça, dans le fond, il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Là, on va peut-être déborder un peu. Et on a 3 questions. Il y en a une dans le chat qu'on va garder pour la fin. On avait Justine qui va poser une question. Puis ce que je te propose, Carla, c'est qu'on fasse poser les 2 questions. Puis ensuite, que Boshra, tu puisses y répondre les 2 à la suite. Fait qu'on va donner la parole à Justine tout de suite. Puis ensuite, on va donner la parole à Mouloud qui m'a indiqué son nom, qui lève la main depuis tantôt. Parfait. Alors, on commence avec Justine. Votre question? D'abord, j'aimerais vous remercier pour ce soir. C'était super pertinent. En fait, je m'intéressais plutôt au territoire. On a parlé au début de certains facteurs plus importants, en nommant par exemple Côte-des-Neiges, Saint-Michel, qui expliquaient pourquoi il y avait des populations qui étaient plus touchées dans ces territoires-là. Puis, moi, j'habite dans Hochelaga-Maisonneuve, qui a été un quartier très chaud à un certain moment. Mais les facteurs qu'on a nommés tout à l'heure s'appliquent peut-être moins à ce quartier-là. Donc, j'étais curieuse peut-être d'entendre un peu plus sur les inégalités qui sont plus propres à ce quartier-là. Donc, voilà. Puis maintenant, on va donner la parole à Mouloud qui lève la main. Allô? Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Et je voulais revenir en fait sur la question qui a été posée au sujet de la non-reconnaissance ou la non-volonté d'établir des données et puis la réflexion politique auquel ça induit. Bouchra, d'abord que je remercie pour ses réponses et puis pour cette contribution très savante et informée. Il y a une phrase d'un sociologue de l'immigration qui s'appelle Abdelmalek Sayad qui disait « Exister, c'est exister politiquement ». En fait, je pense que la circulation objective de données en termes quantitatifs… Mo, excusez-moi, Mo, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît? Oh, parce que j'étais allongé, alors je ne voulais pas l'allumer. OK. La magie du virtuel. Est-ce qu'il est possible de le faire comme ça en audio seulement? Ouais, oui, oui, ben, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Donc, c'est ça. Alors, je disais que exister, c'est exister politiquement, mais je pense que le refus d'établir des données d'ailleurs, j'ai beaucoup de raisons de croire qu'ils les ont. Hein. Le fait qu'elles n'existent pas publiquement, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas au sommet de l'État et entre les mains des élites et des responsables. Donc, c'est ça peut-être le premier élément à jeter dans la conversation. Donc, c'est une volonté de non normaliser finalement la reconnaissance de la nature systémique et institutionnelle des discriminations. En fait, je voulais rebondir aussi sur un élément qui a été abordé par Bouchra tout à l'heure, quand elle parlait du fait qu'il y a 2 métropoles, mais moi je pense aussi qu'il y a 2 formes de distanciation sociale. Il y a la distanciation sociale imposée par la direction de la santé publique, mais il y a la distanciation sociale aussi des moins nantis qui repose sur les phénomènes de stigmatisation et sur des phénomènes de relégation. Cette distanciation-là existe et ça conduit peut-être à un rapport à l'État qui est très compliqué à analyser parce que tout à l'heure, Bouchra parlait des esprits d'initiative et de la capacité de résilience des populations qui ont déjà vécu des catastrophes. Elle a bien pris le soin de mentionner, tout en nuance, que ce ne sont pas les seuls qui sont dotés de cette capacité, que même des gens du groupe majoritaire en sont dotés. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que une des particularités de leur esprit d'initiative et d'innovation qui leur a permis de passer à travers
pandémie, c'est peut-être une certaine indifférence, hein, qui a peut-être un bon côté d'une certaine indifférence vis-à-vis de l'État, dont ils n'attendent pas grand-chose, si ce n'est peut-être aujourd'hui de cesser d'être un obstacle sur le plan structurel et systémique à l'amélioration de leurs conditions. Et j'aimerais peut-être entendre Bouchra livrer une réflexion en matière de géographie urbaine, parce que dans ces espaces de quartier, il y a quelque chose qui se reconstruit, c'est une espèce de cosmopolitisme par en bas, ce sont des formes de reconstruction substantielle de la citoyenneté, et ce destin collectif, il existe, il repose sur l'appartenance à une communauté d'expérience qui n'est pas justement, contrairement à une idée reçue très jacobine, très intégrationniste, fondée essentiellement et exclusivement sur l'identité nationale, mais elle repose sur l'expérience des micro-lieux de vie, de partage, et donc des milieux où se partagent finalement des destins, que ce soit des quartiers, que ce soit des micro-espaces. Et la question que je poserai à Bouchra, c'est que cette façon peut-être de revoir une définition plus active de la citoyenneté, des lieux de démocratisation à l'échelle des quartiers, qui sont justement en antinomie avec le type de discours très assimilationniste et très intégrationniste des discours nationalitaires, ça doit être, à mon avis, intégré dans la discussion, parce que l'espace où se reconstruit justement cette citoyenneté, ce sont ces espaces de quartier, des groupes subalternes, mais paradoxalement, ces populations racisées dans certains quartiers périphériques de la ville, à l'échelle métropolitaine, ils doivent composer avec un gouvernement nationaliste, et nous avons, et je termine d'ici en 10 secondes, nous avons un gouvernement de la CAQ qui est le premier gouvernement nationaliste de l'histoire du Québec moderne, qui n'a aucun député dans la grande région métropolitaine. Alors, cette espèce de polarité entre la réalité vécue par les groupes subalternes dans des quartiers périphériques et un gouvernement arrimé à un discours nationaliste qui veut séduire essentiellement la majorité francophone, c'est un obstacle structurel, c'est un obstacle conjoncturel. Ça mérite quand même qu'il soit nommé et qu'on s'y attarde de façon un peu plus exhaustive. Parce que ça va être impossible pour moi de résumer votre question, OK? Impossible. Mais je pense que c'est beaucoup plus un commentaire que vous voulez avoir l'opinion de Bouchra sur le commentaire que vous avez fait qui est très pertinent. Donc, on va commencer par... Bouchra, est-ce que tu veux commencer par à répondre tout de suite et ensuite on passe à la question que Justine a posée? En fait, Justine, tu me poses une colle. Dans le sens où la plupart des autres territoires dont j'ai parlé, donc Saint-Michel, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, je connais les facteurs, je connais les... Mais j'avoue que Hochelaga, tu me poses une colle. Je ne saurais pas répondre comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que j'aille voir, par exemple, juste, est-ce qu'il y a eu plus de morts ou est-ce que c'était plus de contaminés? Parce qu'il y a ça aussi, il y a des espaces dans lesquels il y a eu énormément de contamination et de contagion, mais des espaces où il y a eu, par exemple, où le taux de mortalité était plus important. Et ça, on lit pas Donc, je t'avoue que je vais m'excuser, mais je n'ai pas la réponse à pourquoi Hochelaga a été à un moment donné un espace de contagion aussi effectivement chaud, puisqu'on a travaillé avec certains acteurs, mais je t'avoue que je ne sais pas. Désolée. Sur la conférence de Mouloud, je pense qu'il y a, et peut-être juste pour Justine, je sais que ça va éveiller ma curiosité et donc aller voir. Donc, je m'efforcerai de trouver peut-être une forme de réponse. Par contre, je sais qu'on a les courriels. Oui. On a les courriels, donc une fois que tu auras la réponse, peut-être qu'on pourrait demander à l'INM de nous fournir le courriel de Justine, comme ça on pourra lui envoyer des éléments de réponse. Parfait, ça me va. Sur la question de Mouloud, je crois qu'à un moment donné, effectivement, il faut reconnaître que si je parle aujourd'hui avec cette lecture-là, mais de la perspective du milieu communautaire, c'est aussi parce que ce milieu-là, plus spécifiquement, c'est on va dire que c'est dans sa zone à lui qu'on a relégué énormément de responsabilités. Et ça revient à des décennies de ce que nos collègues de l'IRIS peut-être ont appelé la dépossession. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les institutions
ont tellement été étriquées, ont tellement été saucissonnées dans la façon avec laquelle elles prenaient en charge en fait, la démographie, parce que l'institution de la santé publique, c'est une question d'accès à la dignité des populations qui font partie de cette société. Et donc, c'est une question d'accès. Accéder à la santé, c'est être et faire partie de cette société démocratique. Et donc, la question on va dire, de la néolibéralisation de certaines institutions et des institutions en général, avec aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, une présence dans l'espace politique et à l'Assemblée nationale d'un gouvernement, on va dire, clairement néolibéral. Je pense que c'est les effets de ces décennies-là et de cette transformation sociale-là qu'on est en train de voir. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la responsabilité retombe sur ce qu'on appelle le tiers secteur, sur le milieu communautaire, ou ce qu'on appelle en France le milieu associatif. Et ça, c'est, je pense, la chose qui a été la plus... personnellement, à un moment donné, je me suis dit au mois de mai, mais où est l'État? C'est-à-dire, moi, je veux bien sortir un camion pour parler aux gens dans plusieurs langues, mais on ne peut pas m'imputer à moi la charge de la bonne communication entre, par exemple, la santé publique et les citoyens, si en plus on m'informe la veille pour me dire demain, il y a une clinique de dépistage mobile qui restera 2 jours. Donc, ça c'était des exemples, des mini-exemples, si vous voulez, de ce qu'on a subi en termes de fardeau. Et je crois que c'était ça aussi d'avoir une conversation avec d'autres territoires. C'était de se dire, au final, nous ne sommes pas représentés dans la gestion de la crise. Montréal, comme tu le dis, Mouloud, n'est pas représenté en termes politiques au niveau provincial. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on a eu accès à une présence des élus, et notamment Montréal-Nord a été le théâtre d'une mise en scène absolument effroyable, en fait, de Arruda et de, je ne sais plus qui était venu, mais en tout cas de la santé publique. Madame Plante. Oui, exactement, Madame Plante et Madame Drouin. Et au final, eh bien, on va dire le moment même où on a voulu leur parler, en fait, ils sont partis. Donc, quelque part, le rapport à ceux qui subissent et ramassent au quotidien les citoyens qui sont, comme le dit Mouloud, marginalisés, exclus et qui sont dans des déserts institutionnels, eh bien, ce rapport-là revient aux communautaires. Et c'est là que on va dire c'est là que la déresponsabilisation est extrême, en fait. Je pense que le questionnement sur est-ce que l'État est en train de jouer son rôle est primordial. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup réfléchir aussi en termes de métropole, c'est-à-dire que l'accès, comment dire, le politique au niveau de la ville ou le politique au niveau d'une métropole, quelle qu'elle soit, hein, pas seulement au Canada, peut avoir un effet de levier quand même assez important et peut développer un rapport de pouvoir par rapport à l'État qui peut être intéressant. Depuis quelques temps, et je m'arrête, mais depuis quelques temps, je parle beaucoup de la question de comment les États développent une sorte de racisme. Donc, on a accès à une altérisation sur la question migratoire, sur la question raciale, etc. Et où, au niveau des villes, pas toutes évidemment, mais au niveau des villes, ce qu'on développe plus, c'est plutôt une capacité à se solidariser. Et donc, moi, ce que j'aime lire, c'est entre ces deux échelles-là, quel rapport de pouvoir il s'établit. Et je vais juste terminer en disant, Montréal est une métropole qui accueille à ce jour peut-être un peu moins de 40% de personnes soit nées à l'étranger, soit ayant un parent né à l'étranger. En 2036, ce sera 50 à 56%. Cette statistique est majeure sur la façon avec laquelle il est important d'avoir un argumentaire politique sur la reconnaissance, certes, mais une forme de redistribution dans les institutions, en fait. Il nous reste 2 minutes et il nous reste une question. C'est ça, mais dans le fond, en fait, on arrive pas mal au bout du temps qu'on avait, qui nous était imparti. Puis la personne qui avait posé la question dans le chat n'est plus là pour la clarifier. Fait que ce que je te propose, je suis désolé, j'ai vu que Fritznat en avait aussi, mais on arrive pas mal au bout du temps. Fait que ce que je propose, c'est que vous pouvez conclure peut-être. Puis désolé pour les dernières questions, malheureusement.
Mais c'est la conclusion, en fait. Non, mais merci tout le monde pour tous ceux qui ont participé à cette conférence. Merci à ceux qui ont posé des questions. Boshra, j'aimerais vraiment te remercier pour cet échange. On apprend toujours beaucoup de toi. Je suis vraiment contente d'avoir pu modérer, si on veut, cette discussion. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette conversation. On peut le faire, je ne suis pas sur les médias sociaux, my God. Mais Boshra, tu pourras continuer cette conversation sur les médias sociaux. J'imagine que on va encore en entendre parler pour plusieurs mois, peut-être même des années. Donc, je remercie l'INM pour l'invitation et à la prochaine, je l'espère. Boshra, est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant qu'on conclue? J'ai bien trop parlé, mais je remercie encore Carla d'avoir si précieusement pris son temps de la préparation et de l'animation et de m'avoir coupé quand il fallait. Puis je remercie encore l'INM parce que je pense que c'est important de donner de l'espace à ce type de conversation. C'est une façon aussi de prendre acte de ce qui se passe dans nos sociétés. Merci à vous deux. En fait, on est vraiment, vraiment choyés de vous avoir entendu, d'avoir pu donc bénéficier de vos lumières. C'est vraiment très, très enrichissant et on voit de toute évidence que la réflexion n'est pas terminée. L'action continue. On voit Boshra qui reçoit des petites notifications. J'imagine pour Carla, ça doit être la même chose, mais en tout cas, c'est bon signe dans le sens où on est active, on est présente sur le terrain. Donc, merci infiniment, Boshra. Merci, Carla, d'avoir été parmi nous. Merci également à toutes les personnes qui se sont connectées, à celles qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et je tiens également à remercier la petite équipe de l'école d'été qui travaille fort donc, pour que cet événement puisse avoir lieu. Je vous rappelle également que l'école d'été bat son plein, donc c'est encore évidemment le temps de s'inscrire. Cette conférence, comme vous le savez, ouvre officiellement le profil Engagement social, reconstruire et vivre ensemble. Donc, la suite du profil, ça va se faire sur inscription pour les personnes entre 15 et 35 ans. Mais c'est totalement gratuit de participer. Donc, on a plusieurs activités vraiment très, très intéressantes qui arrivent. Notamment, la semaine prochaine, il va y avoir donc un balado qui va être diffusé en ligne, un podcast en bon français, et également des informations sur une infographie que vous pourrez trouver, qui a été concoctée spécialement pour l'occasion. Et par la suite, le jeudi 27, on organise une table ronde qui va donc porter sur des projets communautaires vraiment très inspirants dont vous avez parlé, notamment Woodstock avec Will Prosper, le camion multilingue avec Dina Husseini et la coopérative alimentaire Le Dalle avec Dimitri L'Espérance. La suite du programme donc, sera menée par Bao Vi Nguyen et Nadim Tadjin, et qui vous suivront dans la conception et la réalisation de vos projets communautaires, donc les projets communautaires des participants et des participantes qui seront inscrits, car évidemment, l'objectif de ce profil est de proposer des clés d'analyse en termes d'inégalité sociale pour développer des compétences de conception en réalisation de projets. Donc, ils seront éventuellement financés également dans le cadre du programme de l'INM, Jeunes citoyens et citoyennes d'impact. Alors, vous pourrez vous inscrire à tout cela sur le site Internet. Voilà pour aujourd'hui. Merci encore, Boshra. Merci beaucoup, Carla, d'avoir été des nôtres. On se revoit très vite dans le cadre des activités de l'INM. Au revoir et à bientôt.